Alors cet été, j'espère que tu me donneras tort, Christopher, et avec ton Odyssée, peut-être qu'on tirera enfin un trait sur le passé. Mais pour tirer un trait, faut-il encore savoir d'où l'on part ? Et pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut remonter loin. Mais comprenez bien une chose, la cohérence de toute histoire repose sur les règles qui la conditionnent et ne se tient que si vous les respectez. Et dans ce film, je ne peux que constater que ces règles ne sont jamais que des lignes floues que le réalisateur tord à sa guise, sans jamais réussir à créer une unité. Et à l'arrivée, on se retrouve avec quoi ? Un protagoniste qui semble tout aussi perdu que nous et qui, à aucun moment, ne parvient à engendrer la moindre émotion chez le spectateur. Le film nous laisse sur le bord de la route, en nous noyant dans des dialogues artificiellement complexes et en nous laissant finalement avec un puzzle sans solution et sans âme. Et quelle putain de déception. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Et si je commence par là, c'est parce que c'est là que tout a commencé à remonter. Je sais que vous ne comprenez pas encore bien où je veux en venir. Mais ne vous en faites pas, le sens arrive toujours. Il suffit de savoir dans quelle direction il va. La déception ne se mesure qu'à la hauteur de ce que l'on aime et de ce que l'on espère. Et je l'aimais beaucoup, lui, jusqu'à ce moment-là. C'était en août 2020, en ce drôle d'été où l'on entrevoyait à peine la fin de la période Covid qui nous avait privés de cinéma pendant des mois. Et comme des millions de gens, je piaffais d'impatience à l'idée de me précipiter à nouveau dans une salle obscure. Et pour l'occasion, il nous était offert d'aller découvrir le nouveau bébé de celui qui, à cette époque encore, était mon réalisateur préféré. Je me souviens de mon enthousiasme à l'idée de me confronter à ce nouveau métrage qu'il nous présentait comme le plus abouti et le plus ambitieux de toute sa filmographie. J'étais comme un gamin qui allait déballer ses cadeaux de Noël au pied du sapin. Mais maintenant, vous connaissez la suite, non ? Ce que je ne savais pas encore, c'est ce que cachait cette déception. Parce que derrière mon immense désillusion, il y avait les traits d'un acteur sur lequel je n'avais pas encore vraiment posé les yeux. Et qui 2 ans plus tard allait endosser le costume du plus grand détective du monde. Tenet allait me prendre quelque chose, mais sans le savoir, allait m'en promettre une autre. Vous savez, avant la déception, il y avait la confiance. Et de la confiance était même né l'émerveillement. Celui d'un gamin que je n'étais déjà plus vraiment, découvrant un Gotham époustouflant de vrai. J'étais totalement fasciné. La trilogie Batman de Nolan, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça représente pour moi. Vous le savez, vous qui nous écoutez. Ce réalisateur avait gagné une place dans mon cœur pour une durée indéterminée. Il avait provoqué quelque chose d'essentiel en moi, un déclic, la conscience des règles, et par-dessus tout autre, celle de la suspension consentie de l'incrédulité. Quand les règles, aussi complexes soient-elles, se tiennent, là, immuables, en fondation de votre histoire et deviennent le vecteur des émotions que celle-ci raconte. Ensemble, elles ne font plus qu'un. Les règles d'un monde, quand elles sont posées avec soin et respectées avec rigueur, ne contraignent jamais le récit, mais elles le portent. Et c'est précisément pour ça que ça me fait mal. Il faut qu'on revienne une dernière fois à l'origine. En janvier 2025, vos 2 animateurs préférés enregistrent le tout premier épisode de TTPQ. Et vous savez avec quel réalisateur on a décidé de commencer ? Celui-là même. Toujours lui. Parce que malgré tout, malgré la trahison, malgré le vide, malgré la déception, Nolan reste là au commencement. Chers auditeurs, aujourd'hui on avance à l'envers. Et comme tout bon voyage dans le temps, ce n'est qu'en arrivant au bout qu'on comprend vraiment le début. Et le début c'est Nolan. Et nous revoilà face à face. Alors cet été, j'espère que tu me donneras tort, Christopher, et qu'avec ton Odyssée, on pourra enfin tirer un trait sur le passé. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries ? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, salut Bastien. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Tenet. Aïe 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 aïe. Après... Quelle indignité, ouais, vraiment directement là, quelle indignité. Oui, on a beaucoup de choses à dire sur ce film, vous l'avez deviné, en tout cas j'ai essayé de le faire comprendre de manière aussi incompréhensible que son film dans mon édito.
Tenet est donc sorti le 26 août 2020 en France. Il a été réalisé, vous le savez, par Christopher Nolan et écrit par Christopher Nolan. J'insiste sur ce point, j'y reviendrai. C'est un film qui dure 150 minutes, qui a été réalisé avec un budget estimé entre 205 et 220 millions d'euros pour un box-office mondial total qui a dépassé les 363 millions d'euros, donc c'est quand même un succès. Et on l'a dit, c'est un film qui a été paradoxalement porté par la crise Covid, puisque quand il est sorti en salle, c'était le film qui devait ramener du monde au cinéma. Il y avait un enjeu économique énorme pour l'industrie cinématographique mondiale et française. Et on peut dire que le pari, de ce point de vue-là, a été réussi. Peut-être que de ce point de vue-là, d'ailleurs, mais on va y revenir. C'est un film dans lequel on retrouve un casting XXL. Alors oui, c'est la 3e fois qu'on va parler de Robert Pattinson cette année. Attendez, on n'a pas fini de parler des mêmes acteurs. Oui, la saison n'est pas terminée. Il y a les acteurs, c'est vraiment une saison thématique. Donc Robert Pattinson qui collabore dans ce film avec Christopher Nolan. Je ne vais pas reciter toute sa carrière, mais je vais essayer de citer des films que je cite un peu moins ou que j'ai moins cité dans les épisodes précédents, notamment Cosmopolis de David Cronenberg, que je déteste au plus haut point, The Lighthouse, réalisé par Eggers, sorti en 2019, ou encore The Rover et The King, film dans lesquels il est apparu. Je ne reciterai pas ni Twilight ni Harry Potter, et évidemment pas The Batman, parce que vous le savez, et j'en ai déjà parlé dans l'édito. Absolument. À ses côtés, celui qui va jouer le protagoniste, l'acteur principal, John David Washington, fils de Denzel Washington, éminent comédien américain. Un comédien qu'on aime beaucoup par ailleurs. Bien sûr. Et donc, on va retrouver ce garçon qu'on a vu dans pas mal de films ces dernières années. Je pense, moi, en premier à The Creator de Gareth Edwards, qui est un film que j'aime beaucoup. On l'a vu aussi dans le film sur le Ku Klux Klan de Spike Lee en 2018. On l'a vu également dans Malcolm and Mary avec Zendaya, un film en noir et blanc qui est plutôt réussi par ailleurs, ou encore La leçon de piano en 2024. C'est un acteur qui est devenu très bankable ces dernières années et qui est excellent au demeurant. J'ai l'impression que c'est vraiment avec Tenet que tout le monde l'a découvert, vraiment, même si c'est pas son premier film, tu l'as dit, il a joué dans BlacKkKlansman, aux côtés de Kylo Ren, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Et du coup non, au moins Tenet aura eu cet effet que on se soit mis à vraiment reconnaître cet acteur. Et quel très bon acteur d'ailleurs. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un acteur moi, que j'ai découvert avec Tenet et que j'ai toujours plaisir à revoir dans tout un tas de films à chaque fois que j'en ai l'occasion. On retrouve également Elizabeth Debicki, qui est l'interprète de Kat, qui est une actrice que moi je connaissais assez peu, si je suis très franc. On l'a notamment vue dans Gatsby le Magnifique ou encore dans The Night Manager. Donc voilà, elle a joué dans quelques autres films et elle a joué surtout dans une série qui l'a portée assez haut à l'écran, c'est dans The Crown, puisqu'elle joue Diana. Ah mais oui. Donc voilà, ça lui a valu d'ailleurs un Golden Globe pour ce rôle. Pareil, actrice qu'on voit peu. J'avoue qu'en voyant le film, je me suis dit mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu ailleurs que dans Tenet. Mais c'est vrai, en fait, là je regarde et je vois qu'elle a joué dans Les Gardiens de la Galaxie Vol 2 et effectivement, j'avais complètement zappé qu'elle jouait, moi aussi. qu'elle jouait dedans. Et dans le 3e épisode aussi d'ailleurs. Elle n'a pas un rôle très très important, mais elle a un rôle dedans en tout cas. Je vois qu'elle a joué dans The Cloverfield Paradox aussi, mais et on peut dire un peu ce qu'on a dit pour John David Washington, c'est un peu un des paradoxes du film, c'est que on peut pas dire que ça joue mal. Hein. Au niveau du jeu, au niveau des comédiens, c'est quand même un casting XXL et ça marche extrêmement bien de ce point de vue-là. Oui. Alors après, je dirais pas que c'est un casting XXL. En tout cas, le duo principal, effectivement, l'est XXL. Mais tous les acteurs qu'il y a ensuite, là, t'as pas encore parlé de lui, mais moi, Kenneth Branagh, pour moi, c'est le rôle le plus marquant du film. Mais Elizabeth Debicki... il y a même Michael Caine, il a une scène. T'as Aaron Taylor-Johnson aussi qui a un petit rôle. Donc Clémence Poésy qui apparaît aussi. C'est un gros casting, mais il y a vraiment, c'est vraiment le duo
Allez, Oui, on va bien dire sûr. le trio quand même, le trio qui Non, mais qui tout à porte fait. le truc. C'est eux les deux acteurs principaux, tu as raison. Tu l'as dit, on va retrouver Kenneth Branagh, qui est un comédien qu'on voit depuis très longtemps. On l'avait déjà vu avec Nolan dans Dunkerque. Il avait un rôle assez important. On l'a revu également dans Oppenheimer. D'ailleurs, c'est très drôle, je le dis maintenant parce que sinon je vais oublier. Parce que dans Tenet, il parle d'Oppenheimer. Il y a toute Oui, une il y a séquence dialoguée. tout un dialogue, absolument. Alors, on va pas dire que ça teasait le film, mais on sait que Oppenheimer, c'est un sujet que Nolan voulait traiter depuis très longtemps quand le film est sorti. Donc, c'est plutôt intéressant de voir cette thématique. Et quelque part, il y a un peu de lien quand même entre les deux. Oui, puisque tout part d'Oppenheimer, en tout cas dans l'intrigue. Exactement. On l'a vu, aussi avec la casquette de réalisateur, Kenneth Branagh. Absolument. Il a notamment réalisé les Thor en 2011. Et il a réalisé les films les plus récents d'Hercule Poirot, notamment Le Crime de l'Orient Express, qui était plutôt réussi. Les suites le sont, de mon point de vue, un peu moins. Je les ai pas vus, les suites, encore. J'ai vu Mort sur le Nil avec... j'ai perdu son nom, Gal Gadot. Gal Gadot, ouais, pardon. Gal Gadot. Je sais jamais si on prononce le T ou pas. Je crois pas. Bon, Gal Gadot, pardon. Gal Gadot, non, mais c'est rigolo. Et celui-ci déjà était un peu moins bien, mais pas ça. Mais alors le dernier, j'ai même pas pu aller jusqu'au bout parce que c'était... Mystère à Venise, c'était à ce point-là. Vraiment, visuellement, c'est très très moche. Parce qu'il joue Hercule Poirot aussi, en plus de réaliser. Ouais. Mais je sais pas, ils avaient l'air bien, moi ça me tentait. Je sais que j'avais beaucoup aimé Le Crime de l'Orient Express, tu vois, pour le coup. Mais le dernier, je te jure, c'est vraiment pas bien. C'est incroyable. Voilà, on en parlera peut-être un jour, je sais pas, mais voilà. Mais moi, c'est un mec que j'aime beaucoup, Kenneth Branagh, aussi bien en tant qu'acteur que réalisateur. C'est vraiment un garçon que j'aime bien, et il a quand même été nommé plusieurs fois aux Oscars pour ça, pour ses performances, et il a eu l'Oscar du meilleur scénario original pour Belfast, qui est sorti en 2021, un film semi-autobiographique sur lequel il revient notamment un peu sur sa carrière, mais c'est vraiment un comédien que j'aime beaucoup ces dernières années. Bah écoute, je ne peux que te rejoindre. C'est vrai qu'il a une carrière assez folle et il a commencé assez tôt, hein. C'est un acteur qui a commencé dans les années 80. Moi je sais que, comme je pense, 80% de notre génération, ça reste quand même le professeur Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Évidemment. Mais il est génial, ce personnage d'ailleurs. En ce qui me concerne, et là attention, c'est vraiment là, c'est un peu... J'ai pas envie de dire que c'est le plaisir coupable, mais on va assumer, on va aller jusqu'au bout. C'est quand même le docteur Loveless dans Wild Wild West avec Will Smith en 1999. Will Smith qui avait refusé le rôle de Neo dans Matrix, je le redis ici, je l'avais dit dans un autre épisode, pour jouer dans cette adaptation de la série Les Mystères de l'Ouest. Et donc Kenneth Branagh joue l'antagoniste, on est dans le thème du film, et c'est un film qui, je pense, n'a que des défauts, mais que j'ai tellement regardé dans ma jeunesse. On a une petite sympathie. Voilà. Non, mais il pourra faire partie de ces films qu'on traite de temps en temps. Je crois plaisir. Je suis d'accord. Voilà. Avant de passer au reste du casting, quand même un mot sur Kenneth Branagh qui a une particularité, c'est un de ceux qui a le plus participé à l'adaptation de Shakespeare au cinéma, puisqu'il a joué dans Henri IV, dans Beaucoup de bruit pour rien et dans Hamlet, la version de 96. Et c'est pour ces films-là qu'il a été nommé aux Oscars. Donc voilà, c'est aussi un acteur qui, moi je trouve, a réussi sa mutation parce qu'il était très rangé dans le classique, dans le classicisme même, et il a su se moderniser ces dernières années, et c'est plutôt un tour de force. Tu l'as dit, on va apercevoir, même si c'est que pour une scène, mais c'est un plaisir immense, Michael Caine. Alors, ai-je besoin de présenter Michael Caine ? Je ne suis pas sûr. C'est une légende du cinéma britannique. Il a 60 ans de carrière. On l'a vu, évidemment, auprès de Nolan dans la trilogie des Batman. On l'a vu aussi dans Dunkerque, dans Interstellar, dans Inception. Donc, c'est un habitué, c'est un proche de Christopher Nolan, clairement. Dans Le Prestige aussi, je ne l'ai pas dit. Voilà, moi, j'ai toujours un grand plaisir à le voir, même s'il n'a qu'une scène. Il est toujours aussi élégant, il est toujours aussi classe, il est toujours aussi juste. Flegme britannique. Mais tellement. Et je trouve que cette scène lui va parfaitement bien, d'ailleurs, notamment quand il dit que... Enfin, il s'en prend un peu au style du protagoniste qui essaye de s'habiller comme la haute société, mais qui n'arrive pas réellement à en mimer les codes. Et je trouve que, voilà, c'est toujours agréable de le voir, ce monsieur, et voilà, il a tellement marqué le cinéma que voilà, moi j'ai un plaisir immense à chaque fois que je le vois à l'écran. Ouais, bah moi Michael Caine, c'est un acteur que j'ai découvert avec les films que mon père regardait, hein, beaucoup, notamment L'Orse Bar, dont il y a eu un remake il y a quelques années avec Mark Wahlberg et Charlize Theron.
qui s'appelle Braquage à l'italienne dans sa version française. Le titre original, c'est The Italian Job. Un film très très bien au demeurant. Et oui, évidemment, pour nous, c'est Alfred. C'est Alfred. Pour moi, c'est quand même... Je suis obligé... Je note que les films pas les plus ouf, mais je le note quand même. C'est quand même le papa d'Austin Powers dans Austin Powers et Goldmember dans Goldmember. Oh putain, j'avais oublié ça. Donc non, c'est Michael Caine, c'est un grand monsieur du cinéma. Je vais pas faire trop l'ancien, j'ai pas la prétention de connaître vraiment toute sa filmographie, mais elle est absolument impressionnante. En même temps, tu l'as dit, on parle de 60 ans de carrière. Donc non, voilà, il est dans Kingsman. Oublions pas. Oui, bien sûr. Non, mais il a une filmo de fou. Enfin, clairement, on n'invente rien en disant ça, clairement, mais voilà, toujours un plaisir de le citer. Ensuite, on retrouve une comédienne que je ne connaissais pas du tout parce que c'est une comédienne star du cinéma indie. C'est Dimple Kapadia qui joue Priya ici, personnage très important dans le film. C'est une comédienne qui est une immense star. En Inde notamment, parce que je l'ai dit, elle est issue du cinéma indie. Elle a reçu plusieurs prix dans sa carrière, notamment le prix national du film pour la meilleure actrice pour le film qui s'appelle Roudali en 1993. Et puis c'est vrai que nous on l'a peu vue dans le cinéma hollywoodien, puisque Tenet, c'est ni plus ni moins que sa première apparition dans un film majeur américain. Alors que franchement elle joue elle aussi extrêmement bien, et ça montre aussi que même si on vit dans un système très mondialisé, le cinéma s'exporte beaucoup à l'étranger et on peut voir à peu près les films qui viennent de partout, mais le mélange des comédiens et ou des réalisateurs d'une industrie à l'autre est encore assez timide. Et j'avoue que moi je connaissais pas du tout cette comédienne, mais en préparant l'épisode je suis allé voir ce qu'elle faisait et je m'attendais à ce que ça soit quelqu'un qu'on ait déjà vu plusieurs fois dans le cinéma américain, et en fait pas du tout. Et je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que malgré tout il y a encore des barrières assez fortes, notamment culturelles, entre les industries. Et je trouve que c'est bien qu'on arrive à créer un peu de mélange de temps en temps, et son personnage fonctionne extrêmement bien dans le film. Bah clairement oui, j'ai pas grand chose à rajouter, t'as tout dit hein. Là qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça, mais en vrai oui c'est ça, on avait un peu parlé de ça notamment avec Slumdog Millionnaire, exactement. où Danny Boyle avait été chercher des acteurs directement en Inde, et voilà, je vois juste pour l'anecdote que l'essai pour le rôle de Priya a été fait en 2019, avant le début d'un tournage qu'elle avait... Attends, je vais lire ce qui a marqué sur Wikipédia. Allez, voilà. Son essai pour le rôle a été tourné en 2019 par Adjiana, avant le début du tournage pour un autre film, suivi d'une audition, son audition pour Nolan à Bombay. Et en fait, Nolan, c'est ça que je voulais dire, a été impressionné par son charisme et son sang-froid, et il l'a tout de suite choisi pour le rôle, quoi. Pour terminer le point casting, je vais citer encore 3 noms. Un que tu as cité, c'est Clémence Poésy. Alors, Cocorico. Voilà, petit plaisir, mais surtout, moi, je l'ai pas du tout reconnue dans le film, j'avoue. Ah ouais. Et parce que moi, Clémence Poésy, pour moi, elle n'a joué que dans Harry Potter. C'est-à-dire que malheureusement, je plaisante évidemment, mais il a quand même été sur Harry Potter, hein, parce que entre Pattinson, Branagh et elle, ça fait déjà 3 acteurs qui viennent de la saga. Mais du coup, j'étais très content de savoir que c'était elle, et ça m'a vraiment fait sourire quand j'ai vu ça au générique. Donc, on l'a vu dans La Coupe de Feu. On l'a vu récemment dans une série en France qui s'appelle En Thérapie, qui est une excellente série d'ailleurs. Elle a joué notamment dans 127 heures de Danny Boyle, qui est un film qui mériterait d'être traité dans ce podcast. Voilà, je le dis. J'aimerais bien le faire. Ou encore dans des films comme Bon baiser de Bruges aux côtés de Colin Farrell. Et dans la série The Tunnel, que je connais pas du tout. Je connais pas. J'en avais entendu parler. Je sais plus si elle était pas passée sur Canal ou un truc comme ça, ou peut-être Arte. Je sais plus. Elle tient le rôle principal. Ouais, mais surtout non. Mais dernièrement, elle a joué dans le spin-off de The Walking Dead centré sur Daryl Dixon. Si je ne te dis pas de bêtises. Très bien. Je savais pas ça. Donc voilà. Et Tunnel, c'est une série française. Ouais, ça me parle. Moi, je t'avoue que je l'ai relevé là, mais je connaissais pas du tout. J'ai pas vu, mais je me souviens. Oui, c'est ça. C'était diffusé sur Canal en 2013. Et pour finir le point casting, je vais citer Aaron Taylor Johnson qui joue Yves dans le film Tenet. On l'a vu notamment dans Bullet Train, The Fall Guys, Nosferatu ou encore
28 ans plus tard, qui est sorti l'année dernière. C'est un comédien... Vas-y, je t'en prie. Je me permets, non, vas-y. Il est surtout très connu pour son rôle dans Kick-Ass. Oui, alors j'allais y venir. My bad. Je l'avais mis aussi dans la liste. Là, On rembobine, j'ai rien dit. Non, mais pas de souci. Et effectivement, il est très connu pour son rôle dans Kick-Ass. Mais je voulais le dire parce que c'est un acteur qui a remporté quand même un Golden Globe dans sa carrière pour le meilleur second rôle dans Nocturnal Animals de Tom Ford, que je n'ai pas vu, mais il paraît que c'est un très très bon film. Donc voilà, je voulais mentionner ça, mais tu as raison, on l'a surtout vu dans Kick-Ass, et il a joué aussi dans Avengers, l'ère de l'Ultron. Il avait joué dans Captain America 2 aussi. Hein. Bah oui, c'est ça, il joue dans Avengers Ultron, il joue... Pietro Maximoff. Oui, c'est ça, c'est Vif Argent, je crois qu'il s'appelle, le nom du personnage. C'est le fils de Magneto, en fait, hein, tout simplement. Okay. Enfin, pas dans le MCU, à l'époque, puisque du coup les X-Men n'en faisaient pas partie, mais sinon pour citer un peu des réalisateurs dont on a déjà parlé, il a joué dans le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, et juste pour rebondir sur ce que je disais, il a joué dans le préquel de Kingsman, à savoir The Kingsman Première Mission, aux côtés de Ralph Fiennes qui joue Voldemort dans les Harry Potter. C'était juste pour boucler la boucle sur les Harry Potter. Et enfin, je terminerai avec Martin Donovan qui joue le rôle de Victor dans le film, qui est un acteur qu'on voit beaucoup, surtout sur la scène indépendante, mais il a joué déjà avec Christopher Nolan dans Insomnia en 2002, ce garçon, et donc voilà, on le retrouve notamment pour ça. Ensuite, il a fait des séries comme Damage, notamment Weeds, que je n'ai pas vu personnellement. Damage, je connaissais, Weeds, non. D'accord. Mais voilà, j'ai fait le tour. Je voulais aller un petit peu loin dans le casting pour une fois parce que je trouvais ça intéressant, parce je trouvais un casting assez intéressant à raconter. Au niveau des récompenses, le film a eu 2 nominations aux Oscars. Il en a gagné une quand même, enfin un Oscar en l'occurrence, le meilleur effet visuel, ce qui s'entend plutôt. Oui, puis c'est un effet visuel pratique en plus. Exactement. Il était nommé pour les meilleurs décors, mais il ne l'a pas eu. Et au niveau des Golden Globes, il a été nommé pour la meilleure musique. Et ça va me permettre de faire un point important sur la musique, puisque ce film marque un tournant dans la carrière de Christopher Nolan, puisque c'est la première fois qu'il ne travaille pas sur un blockbuster avec Hans Zimmer. C'est l'arrivée de Ludwig Göransson qui va rester avec lui depuis, puisqu'il a fait la musique de tous les films qui ont suivi pour Nolan. Oppenheimer et The Odyssey, il le fait aussi, je crois. Exactement. Donc c'est quand même un tournant, parce que la collaboration entre les deux a duré. Alors a priori, ils sont pas du tout fâchés. C'était des histoires de calendrier au départ, et puis vraisemblablement Nolan a beaucoup aimé le travail de Göransson et a décidé de poursuivre avec lui. Donc peut-être qu'on reverra un jour Hans Zimmer. Oui, je pense que la porte n'est pas fermée. Comme tu l'as dit, c'était un problème de calendrier. Je crois que Hans Zimmer travaillait sur Dune de Denis Villeneuve à ce moment-là. Ça doit être ça. Et du coup, il a pris Göransson qui a travaillé plus d'1 an et demi apparemment sur la partition. De Tenet. Bon, voilà. on en redira quelques mots tout à l'heure. Et avant de rentrer quand même dans les anecdotes de tournage et de production, parce que l'intro va être longue, parce que j'ai plein de choses à vous raconter qui sont assez folles quand même sur ce film, je vais revenir sur le scénario. Je l'ai dit, le scénario a été écrit par Christopher Nolan, et là aussi, ça marque un tournant dans la carrière de Nolan. Alors, c'est pas la seule fois, mais cependant, c'est quand même bon de le noter. Christopher Nolan a écrit la majorité de ses films, en tout cas une bonne partie pour la première partie de sa carrière, de ses films avec son frère Jonathan Nolan. Absolument. Qui n'est plus avec lui au scénario depuis quelques années. Et je trouve que ce film en est la parfaite illustration et, me semble-t-il, doit nous interroger, en tout cas moi m'interroge sur l'importance qu'avait Jonathan Nolan dans la qualité des scénarios de Christopher Nolan, qui est un excellent réalisateur là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais je trouve que ce film nous montre à quel point il peut y avoir des carences scénaristiques parfois, et je trouve que c'est un point qui m'interroge beaucoup. Je ne sais pas pourquoi Jonathan Nolan ne participe plus, ou beaucoup moins qu'avant, à ces films. Alors je sais que Jonathan Nolan est occupé parce qu'il fait ses propres films, il fait ses propres séries. Je pense à Westworld, qui est une série qui malheureusement n'a pas de fin, mais qui est absolument géniale. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important dans la carrière de Nolan, de voir à quel point l'influence de son frère se faisait sentir, et en tout cas on sent quand il est pas là. Je sais pas si toi t'as ressenti ça, mais si, enfin je veux dire, c'est très compliqué quand tu vois Tenet de pas te dire non mais attends, il y a un truc qui est pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui va pas, il y a ça. Et alors moi ce qui me fait très peur, c'est que je pense que t'allais peut-être y venir du côté scénario. Pour Tenet, ça fait 20 ans
que ça faisait 20 ans à l'époque qu'il avait imaginé ça, Nolan. Ouais. Et il a travaillé sur la version finale du script pendant 7 ans. Oui. Fallait prendre ton frère pendant ces années-là, mon ami, parce que dis donc, la vache, c'est le travail de recherche. Et je lis un truc, c'est sourcé sur le site Screen Rant. Les idées centrales du film avaient germé depuis plus de 20 ans dans l'esprit du réalisateur, et le travail de recherche nécessaire pour que Tenet soit cohérent étant le mot important de cette phrase, a pris des années à mener à bien. Donc moi je trouve ça dingue. Et concernant Jonathan Nolan, oui, tu sens que sa patte manque. Quand tu sais tous les films qu'il a fait avant ont été écrits avec lui, là tu te dis mais non mais attends, c'est un foutage de gueule. Là il y a quelque chose qui va pas. Mais bon, apparemment comme tu l'as dit, c'était parce qu'il était très pris par Westworld de ce que je vois. Vu qu'il était showrunner sur la série. Ouais, il était scénariste et showrunner. C'est ça. Il avait la double casquette. Donc voilà, en gros, Christopher Nolan a commencé à écrire Tenet après la sortie d'Interstellar et Jonathan a lancé Westworld en 2016. Donc sortie d'Interstellar, c'était 2014. Donc oui, on est un peu dans des périodes similaires, on comprend, et Westworld, ça lui a pris beaucoup de temps. Là aussi, il y a une vraie complexité dans l'écriture. Je vous recommande cette série si vous ne l'avez pas vue, c'est vraiment très chouette. Bon, alors je vais vous donner des anecdotes sur le film. Je vais essayer de faire court, mais vraiment il y en a beaucoup et je trouve qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Alors je vais évacuer un truc tout de suite parce que vraiment je suis obligé d'en parler. J'ai fait le clin d'œil dans l'édito, mais sachez que Robert Pattinson a appris qu'il allait devenir Batman le premier jour du tournage de Tenet. Absolument. Et il l'a dit en interview que c'était un week-end fou parce qu'il a fallu digérer la nouvelle, l'annoncer au passage à Christopher Nolan, et il a expliqué plusieurs fois en interview que ça a été un moment un peu particulier parce que Nolan était celui qui jusqu'alors détenait les films Batman au cinéma, puisque à ce moment-là on était encore sur sa trilogie, il n'y avait pas encore, enfin le DCU n'était pas encore, s'il existait déjà, remarque. Il existait même enfin voilà, en tout cas il était mort, il était en train de mourir, en tout cas il était en train de prendre son dernier souffle, ouais, ça, c'est sûr. Et voilà, il s'est amusé avec Nolan à lui apprendre ça, donc je trouve ça assez marrant de me dire que voilà, ce mec-là, il a bossé avec Nolan en préparant quelque part son Batman. Moi, ce qui m'a intéressé quand même, c'est d'aller voir comment est-ce qu'ils ont tourné ce film, parce que c'est quand même une prouesse technique, ce film. On va sans doute en dire du mal, mais techniquement, il y a quand même des choses incroyables, puisque sur tout un tas de scènes, nous avons deux temporalités, donc des gens qui vont à l'endroit et des gens qui vont à l'envers, pour faire simple. Et moi, je me suis posé la question de comment est-ce qu'ils avaient fait ça. Eh bien, la réponse est très simple, ils ont tout tourné 2 fois. C'est-à-dire que toutes les scènes qui nécessitent d'avoir des gens qui vont dans un sens et dans l'autre ont été tournées dans les 2 sens. Et quand vous regardez le making-of, et je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a un monteur qui s'appelle Ulysse Thévenon, qui s'est amusé à remettre les scènes dans le sens où elles avaient été tournées. Donc il a simplement inversé les plans. Et en fait, on se rend compte que ça a donné lieu à ce que la majorité, enfin une grande partie des scènes ont été chorégraphiées à l'envers. Et donc il a fallu par exemple que les acteurs apprennent à se battre à l'envers, ce qui est, j'imagine, assez compliqué. Et par exemple, il y a la scène dans laquelle ils emmènent Clémence Poésy, ils emmènent Kat qui est sur le brancard, donc où ils passent à travers les débris de l'avion au milieu des pompiers qui sont en train d'arrêter l'incendie, mais tous ces gens-là vont à reculons et eux vont à l'endroit. Et en fait, la scène, elle a été tournée dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est eux qui courent à l'envers avec le brancard. Et du coup, quand tu le vois à l'envers, tu te dis, mais putain, mais ça doit être tellement dur à faire. Et franchement, je trouve que ça renforce vraiment ma frustration avec ce film. C'est que franchement, sur le plan technique, c'est quand même un truc de fou d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à faire autant de scènes. Je pense notamment à la course-poursuite en voiture. Il faut savoir que pour cette course-poursuite, il a fallu 8 km de route fermée. Il a fallu 20 pilotes. Et il a fallu filmer la poursuite dans les 2 sens en même temps. Et donc, ils ont fait ça à Los Angeles. Ça a été assez compliqué. Ensuite, ils ont eu des pilotes qui venaient de Los Angeles, d'Estonie, de Grande-Bretagne. Et notamment Jim Wilkie, qui est connu pour être celui qui a fait la scène du camion dans The Dark Knight. Du camion qui se retourne. Ouais, absolument. Il a fallu 3 semaines pour faire cette scène. Et en vrai, quand tu vois le résultat, c'est pas étonnant parce que elle est quand même dinguissime, cette scène. Moi, je suis quand même visuellement fasciné par ce truc.
Et pour terminer sur ça, sur cet aspect technique, il a fallu aussi que certaines répliques soient prononcées à l'envers dans le film. Et notamment pour Kenneth Branagh, qui a dû parler avec un accent russe à l'envers. Ce qui, de son propre aveu, a été une galère, sachant que ce monsieur est irlandais et qu'il a un accent à la base irlandais. Quand vous l'entendez dans d'autres films, son accent irlandais, il est assez identifiable. Et donc, il a dû apprendre à parler russe à l'envers. Et je trouve ça fou, en fait, de me dire, mais la galère que ça doit être, quoi. Non, mais ça a dû être un enfer à tourner de toute façon. Ah bah, clairement. Tu vois, par exemple, pour rebondir sur ce que tu dis, je vois que le coordinateur des cascades, c'était George Cottle pendant le film, il a décrit un peu la méthode pour le combat, par exemple. Ils ont filmé le combat normalement, ils l'ont retourné, puis ils ont demandé à l'acteur attaquant de regarder cette version inversée, de la reproduire à l'identique pendant que quelqu'un l'attaque normalement. Exactement. Du coup, tu as John David Washington qui a dû apprendre chaque combat en 4 variations, puisque à ce moment-là du combat, il joue à la fois l'antagoniste et le protagoniste. Exactement. C'est hallucinant. C'est fou. C'est hallucinant. Franchement, c'est dingue. Et John David Washington, il a dit « J'ai fait appel à mon passé d'athlète. Plus que jamais, l'entraînement a été essentiel. Ça n'existe pas, un coup de poing inversé. Il a fallu apprendre à faire ça en vrai. » Et franchement, je leur dis bravo parce que le résultat final de ce point de vue-là, il est incontestable en fait, ça marche. Moi je trouve que ça marche en tout cas, y compris même dans l'impact, etc. Il n'y a pas un moment où tu dis bon là non c'est ridicule. Moi je trouve que globalement ça marche bien. On y reviendra. Le film a quand même nécessité d'avoir pas moins de 3500 figurants dans la scène d'intro dans l'opéra à Kiev, et c'est ça aussi, cette scène elle est visuellement assez dingue. Il est très bon pour les intros, Nolan, de toute façon. On est d'accord. Et évidemment, ce n'est pas un secret, mais le film a été tourné en IMAX 70 mm et il y a eu quand même un tournage dans 7 pays différents, au Danemark, en Estonie, en Inde, en Italie, en Norvège, au Royaume-Uni et enfin aux États-Unis. Le tout avec donc des caméras IMAX, il a fallu se balader à droite à gauche. Et je terminerai en vous disant quand même un truc assez intéressant, c'est qu'évidemment, il y avait on l'a sous-entendu, mais le scénario, c'est quand même le point central de ce film, qui est extrêmement compliqué. Et il faut savoir que Pattinson n'avait pas le droit de lire tout le scénario d'un coup. Donc on lui a donné des bribes de scénario, seulement dans des bureaux de la Warner. Donc en fait, il avait accès au scénario à ces endroits-là, il n'avait pas le droit de l'emmener avec lui. Les éléments. Et en fait, c'est le cas à peu près de tous les acteurs qui recevaient un peu au fur et à mesure les scènes à tourner, mais qui n'avaient pas le droit de les emmener chez eux. Donc, j'imagine pas la tannée que ça a été d'apprendre ce film. J'ai récemment vu une interview d'une nana qui travaille en prod sur des films et qui explique avoir travaillé avec Christopher Nolan, notamment sur Inception. Et elle a dit un truc, vraiment, je suis tombé sur son interview par hasard, je crois qu'elle a fait ça sur Allociné. Et c'est bien tombé avant que je vois ce film-là. Elle expliquait que, contrairement à ce qu'on pense, Nolan, il a une idée de ce qu'il veut raconter, mais il ne sait pas spécifiquement comment. Et donc, il a tendance à imaginer les scènes un peu sur le moment pendant qu'il tourne. Ah, bah ça se ressent. Et là, en voyant ça, tu te dis, bah oui, là, ok, là, on a bien compris. Okay, c'est marrant ce que tu dis sur le scénario, etc. Moi, j'avais cru lire qu'il n'y avait que 4 acteurs qui avaient eu accès au scénario complet, donc les 4 principaux, Pattinson, Washington, Branagh et Debicki, du coup, et que c'était les autres comédiens qui tournaient depuis des mois sans savoir de quoi parlait le film. Alors, ils ont eu accès au scénario, mais ils avaient pas le droit ils avaient le droit de le voir qu'à des moments définis. D'accord. Ça, on leur a pas envoyé un scénario. Il fallait venir se déplacer, le lire dans un truc, pas prendre de photos, rien. Enfin, je vois que Pattinson et Washington, ils ont pu lire le script en entier, mais dans des salles verrouillées. Voilà, au studio exactement. Warner à l'époque. Et il se trouve que Pattinson a donné une interview récemment dans JQ, puisqu'il était interviewé sur je pense, pendant la promo de The Drama, sur ce qu'il allait faire dans l'Odyssée. Et on lui parlait de ça, et il a dit que, je cite, que durant la dernière semaine de tournage, il est allé voir John David Washington pour lui dire « En fait, je crois que mon personnage, il est mort depuis le début. » Et l'autre lui a dit « Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ?» Donc ça montre que même eux n'ont absolument pas compris ce qu'ils ont tourné. Et c'est quand même un peu un problème. Je trouve que ça se ressent dans certaines scènes, mais bon. Mais je suis d'accord. Une dernière anecdote, et après on passe à ton avis et au film. Une scène quand même aussi marquante, c'est la scène de l'avion. Ah bah quand même, oui. Crash de l'avion. Et bien cette scène a été faite avec un avion, un vrai. Il n'y a pas de CGI là-dedans. Un enfant avec des jouets. Et incroyable. Ça me rappelle évidemment la scène d'intro de The Dark Knight Rises, dont on a parlé dans l'épisode pilote, puisqu'il a réalisé aussi en vrai cet avion qui est avalé par un autre avion. Ah bah, de toute façon, il a refusé d'utiliser des écrans verts pour Tenet, il s'est appuyé que sur des effets pratiques. Exactement, donc ils ont
crashé un Boeing 747 contre un hangar. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il estimait, pour ce crash-là, que c'était plus économique que de construire et filmer des répliques à l'échelle. Donc il a pris un vrai avion. C'est fou. Le pire, c'est que c'est sans doute vrai. En tout cas, à l'époque, c'était sans doute vrai. Peut-être moins maintenant, mais à l'époque, je pense que c'était le cas. Donc, ils ont été... Au départ, ils avaient prévu de faire ça avec des maquettes et finalement, ils ont retrouvé un avion dans un cimetière d'avions en Californie. Et donc, ils ont acheté l'appareil et ils ont tourné. Donc, ils ont explosé un hangar avec un Boeing 747. Et je me dis quand même... Je peux pas m'empêcher de penser que Nolan, quand ces trucs-là arrivent, de se dire putain, mais tous ces gens qui font n'importe quoi, je leur demande, ils disent oui, quoi. C'est quand même assez fou. C'est un enfant avec des jouets, je suis désolé. Totalement. Et je reviens sur l'interview. Je suis désolé, je vais essayer de retrouver le nom de la personne dont je parle, parce que j'ai pas retenu son nom. J'ai vu passer ça dans mon feed Instagram cette semaine. Mais elle disait que c'était un truc qui l'avait marqué sur les projets américains et notamment les projets hollywoodiens avec des mecs comme lui. C'est que quoi qu'ils demandent, on leur dit oui à ces gens. C'est-à-dire, il n'y a pas de « Ah mais attends, là, ça va être compliqué ». Elle expliquait que notamment, une des scènes de Inception avec la porte et le miroir, là, en fait, ça, ils l'ont décidé 4 jours avant. Donc, il a demandé 4 jours avant, il me faut un miroir qui fait 8 mètres par 12, quoi. Et les Américains, ils te répondent « Oui ». Ils te répondent pas, mais comment on va faire ? C'est que pour des réalisateurs ultra cotés comme ça. Ils disent pas oui à tous les réals comme ça. Je suis d'accord, mais du coup, je me dis. C'est parce qu'ils savent que ce mec-là, il va leur apporter des ronds. Mais c'est ça, mais ça doit être génial du coup pour lui. Tu peux demander n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est encore plus compliqué de se dire, mais maintenant, il travaille plus avec Warner. Oui, c'est vrai qu'il travaille plus avec Warner. Il y a quand même eu un divorce qui s'est opéré. Donc, Bon, mon cher Bastien, il va être temps de nous dire qu'est-ce que tu attendais. Il va être temps de nous dire au revoir parce que j'ai pas envie d'en parler. Après 35 minutes d'intro, c'est terrifiant. Bon, ça va être rapide, hein, c'est de la merde. Non, je rigole. je rigole. Calmez-vous, je vais faire ça. Non, mais déjà, pour revenir sur le choix du film, je pense qu'on l'a choisi parce que c'est quand même, je pense, le Nolan le plus clivant de toute sa filmographie. C'est son film le plus clivant. Peut-être celui qui porte le plus à débattre, en l'occurrence. Moi, la première fois que je l'ai vu, parce que je l'ai vu au ciné quand même, j'avais aucune attente. C'est-à-dire que depuis Interstellar, les Nolan, je les attends toujours avec une certaine impatience, une certaine curiosité importante en tout cas, même si j'admets que The Odyssey me tente de plus en plus. Donc j'ai très hâte qu'il sorte. Mais bon, pour Tenet, j'avais pas d'attente machin. Donc depuis, je l'ai revu 2 fois, dont une fois pour ce podcast. Je l'ai vu 3 fois le film en tout. Et donc là, la seule attente que j'ai quand je revois le film, c'est de le comprendre, tout simplement. Et autant vous dire que mes attentes ne sont pas, ne sont pas remplies. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Ah là là, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Je trouve que c'est le Nolan le plus Nolan de tous les Nolan. Voilà. Pour le meilleur, non pour le pire, messieurs, dames, parce que je trouve qu'il y a un côté branlette intellectuelle qui me sidère à chaque visionnage. Et on peut le comparer à du Inception ou du Interstellar, c'est le jour et la nuit. Le film enchaîne les concepts métaphysiques pour finalement juste nous parler de voyage dans le temps. C'est tout ce que ça fait. Et du coup, c'est même pas qu'il perd le spectateur, c'est qu'il cherche même pas à l'emmener avec lui. C'est vraiment en mode, si tu comprends quelque chose, tant mieux, reste avec nous, mais si tu comprends rien, mets-toi sur le côté, ça va passer. Et je trouve qu'on bite rien. C'est frustrant de fou. En plus, messieurs, dames, il cherche à te faire comprendre des trucs à un moment quand même. Ah bah oui. Tu vois, plusieurs fois, le film, tu vois, le film, il s'arrête un peu pour t'expliquer. Mais les explications, elles sont plus complexes que tout. Elles sont incompréhensibles. Si t'as pas un bouquin de physique, je veux dire, même la page Wikipédia, quand il t'explique d'où vient l'idée et compagnie, que t'as des trucs qui sont écrits et tout, t'as des critiques qui disent oui, mais en fait, tu comprends rien. Ça parle leur langage à eux, donc c'est chiant. Bon, voilà. Donc, après, je veux bien accepter ce côté-là, parce qu'il y a un vrai côté où le cerveau, le mien en tout cas, voilà, n'arrive pas à gérer les 2 temporalités qui s'entremêlent. Ce que je veux dire, c'est que visuellement, c'est super gênant. En fait, tu comprends, en tout cas pour moi. Il n'y a que la temporalité du personnage principal qui compte et qui fait devenir lisible les autres scènes au fur et à mesure. Ça, je l'entends. Mais je trouve que ça fait quand même un effet, beaucoup de choses pour rien, quoi. Quand tu me dis qu'ils ont appris... je veux dire, quand je vois qu'il a appris 4 chorégraphies pour un combat, alors oui, c'est super, et effectivement, c'est important, les effets pratiques et techniques. Mais là, s'il vous plaît, non, je suis désolé, moi, il y a des moments donnés, je bitais rien à l'action, en fait. Je reprends ton exemple, la scène du brancard. J'étais en mode, alors attends... Là, on suit ça dans ce sens-là. Voilà. Et alors non, c'est surtout ce que je voulais dire, c'est que je voulais rebondir sur ce que tu as dit.
moi je trouve que visuellement, c'est pas si bien que ça. En fait, c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que moi, ça me perd. C'est ça que je voulais dire. Tant que tu ne suis pas le protagoniste dans son évolution vers l'avant, ouais. Les scènes sont jolies visuellement. Il y a un cachet, il y a quelque chose. Mais je trouve, moi, ça m'a niqué le cerveau. Vraiment, premier degré, j'étais en mode, je comprends pas, il y a une action qui se passe comme ça, l'autre elle se passe comme ça, c'est bien. Et en fait, il y a des moments, je trouve que c'est pas si séparé. C'est-à-dire que le combat, typiquement, il commence, tu sens qu'il y a dans les mouvements quelque chose de l'ordre du à l'envers, mais ça reste complètement lisible. Et puis à un moment donné, dans un sens comme dans l'autre, le mec il est par terre, puis il te fait un espèce de truc à l'exorciste en bougeant comme ça dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. Visuellement, ça n'a aucun sens. Je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà. Bref, après, sinon, je trouve que c'est une des pires bandes originales que nous ayons pu entendre dans un film de Christopher Nolan. Petite anecdote encore sur la BO. Il faut savoir que pour le personnage de Kenneth Branagh, le compositeur voulait une respiration. Et la sienne ne marchait pas, donc il a joué en montant la respiration de Christopher Nolan. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Okay. Je savais pas ça. Mais quand je disais que c'est pour le pire que c'est le plus Nolan de tous les Nolan, c'est pas que sur le concept. Parce que je serais incapable de t'expliquer le concept. Je peux t'expliquer les grandes lignes, et encore, je peux t'expliquer les grands mots. C'est tout, tu vois. Ça va dans deux sens. Ça va dans deux sens, point. Voilà. Mais c'est aussi sur le plan purement mise en scène. Alors, tu l'as dit, oui, Nolan, c'est un réalisateur qui est très très bon dans ce qu'il fait. On est d'accord. Mais là, c'est fade. La longueur de l'inspiration m'inquiète. Non, mais c'est très très fade. De A à Z, c'est fade. Je suis désolé. Il n'y a aucune inventivité dans la mise en scène, à part sur les scènes d'action, parce qu'elle repose sur ce concept. T'enlèves ce concept, je suis désolé, c'est fade. J'ai passé... Alors, ça doit jouer aussi que j'avais mon petit qui me sollicitait toutes les 2 secondes et du coup j'ai passé un très mauvais moment à regarder le film. Mais pas que. Je trouve vraiment que le film a un rythme bâtard. Et à part les scènes d'action qui restent visuellement superbes avec les temporalités différentes, etc., je trouve qu'il y a rien quoi. Dans la mise en scène, c'est pas ouf. Ensuite, l'enchaînement de scènes explicatives, c'est vraiment tout ce que Nolan fait et qui passe généralement parce que le film est compréhensible. Mais là, comme c'est pas le cas, c'est une overdose. Tu passes d'une scène explicative d'1 minute à une autre sans aucune continuité entre elles. Je trouve que tu sens les coupures, tu sens le scénario en fait. Intérieur, jour, nain. Hop, intérieur, salle 2, nain. Voilà, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et c'est peut-être ça le plus gros problème en fait. Le concept du film, c'est finalement juste un moyen de faire des scènes visuelles superbes. Sinon, tu t'enlèves ça, tu t'en fous quoi. Et voilà, reste quand même, je l'admets, que le casting est parfait. Heureusement, big up encore une fois à Kenneth Branagh qui est terrifiant en oligarque russe trafiquant d'armes. Donc oui, non, ça me saoule ce film. Voilà. Je le dis, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule et j'aime pas ça. Et puis pour rajouter au côté je me la pète, on te conclut le truc en te sous-entendant que c'est un film sur comment raconter une histoire en fait, parce que je suis le protagoniste et parce que en fait voilà, je suis un étudiant en cinéma et du coup en fait tu vois, je sais ce que je veux dire parce que ça n'a jamais été fait avant et ça m'énerve. Voilà, c'est une vision de la narration. En fait, c'est juste une vision de la narration, de comment raconter une histoire par un réalisateur qui a le vent en poupe. Voilà, c'est tout. C'est un bon résumé. J'espère aussi que The Odyssey sera bien meilleur. Et toi donc, très cher ami? Alors, pour le coup, moi, j'attendais vraiment beaucoup ce film parce que moi, j'ai vraiment, je le dis à l'époque, Nolan, c'était mon réel préféré. Évidemment que Batman a eu il était pour beaucoup, mais pas seulement. Interstellar, ça a très longtemps été mon film préféré aussi. Et j'assume ça pleinement encore aujourd'hui. Mais je trouve que Nolan, sa force, c'est qu'il a un style de réalisation qui est ultra réaliste. Donc, c'est une réalisation qui est assez plate, ça c'est vrai. Et je trouve que tu as raison, très très vrai dans ce film. Donc, c'est rarement le visuel qui raconte quelque chose chez Nolan. Il se sert du visuel pour raconter des choses, mais il a toujours une mécanique de narration qui passe beaucoup par le dialogue, mais qui passe aussi beaucoup par les émotions et par les personnages.
c'est pas le meilleur mec pour caractériser ses personnages, même si il arrive très bien à le faire dans Interstellar par exemple, même dans Inception, puisqu'on a vraiment une forme d'attachement. Dans le Prestige. Non, mais je suis d'accord. Insomnia, je trouve que ça passe. Oui, non, c'est pas le meilleur pour le faire, mais il sait le faire. Enfin, je veux dire, et souvent sa force, c'est que ses scénarios reposent soit sur des twists, soit sur des éléments marquants, forts et qui sur des concepts. Sur des concepts, et comme tu as un attachement quand même à certains personnages, tu te fais entraîner là-dedans. Donc moi, je suis allé voir ça en me disant, le concept de ça va dans les deux sens, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner parce que ça a l'air un peu dingo. Ouais, forcément. Mais voilà, moi je vais pas voir un film pour voir un concept, je vais voir un film pour voir une histoire qui utilise ce concept. Moi, mes deux principaux problèmes, c'est d'abord que les personnages sont absolument pas caractérisés. Je veux dire, je n'ai aucun attachement à aucun de ces personnages. J'en ai rien à faire de ces personnages. Et puis, franchement, appeler le personnage principal, le protagoniste, là, je suis d'accord, c'est du foutage de gueule. Enfin, bien sûr. C'est vraiment, tu l'as très bien dit, c'est l'étudiant en cinéma qui est irrévérencieux et qui va dire, moi, je voulais que je fasse un film sur les personnages, je vais l'appeler le personnage. Enfin, je vais l'appeler le personnage. Non, mais c'est vraiment ça. Puis lui, c'est le personnage secondaire. Alors, tu dis quoi de ça ? Du coup, déjà, il y a un premier problème, c'est qu'à aucun moment, tu as un investissement dans ce film. Et en plus, moi, c'est surtout ça qui me gêne, c'est que ce qui a fait qu'Inception, par exemple, est excellent à mes yeux et a très bien marché, c'est que Inception, il y a plusieurs interprétations, mais la mécanique, au fur et à mesure du film, tu la comprends. Parce qu'elle est figée, parce qu'elle est expliquée au fur et à mesure. Là, on a un film qui démarre avec un fonctionnement très simple. La scène d'intro, elle est excellente. Le fait qu'on le récupère lui et qu'on vienne lui expliquer comment ça marche, tu dis ok, là tu m'as posé les bases. Mais cette scène-là où Clémence Poésy lui explique comment ça marche... Imbitable. Mais c'est pas que c'est imbitable, c'est que ce qu'elle lui explique, jamais il ne s'en resserre. C'est-à-dire qu'on te fait tout un build-up sur, en fait, les trucs qui vont à l'envers, il faut quand même que tu actionnes un geste, toi... mais que tu réfléchisses à l'envers pour que ça actionne quelque chose. Non, mais tu vois, déjà, moi, ça, j'arrive pas à l'enregistrer, alors, ça, tu vois, déjà. Comme le concept, je n'y arrive pas. C'est pas hyper simple, mais je veux dire, au moins, on te pose la base. Mais le problème, c'est que tout le long du film, on fait pas ça. On te fait tout un build-up sur... Déjà, pourquoi est-ce que, pour tous les objets dans la scène d'intro, je suis obligé de parler de cette scène, je reparlerai pas après dans le déroulé, mais on te pose le truc de tous les objets qui touchent, il faut qu'il ait un gant, qu'il ait une protection, machin. Après, plus jamais. Il interagit avec tout sans raison. L'histoire de l'oxygène, ça arrive en plein milieu du film, et là, clairement, c'est SOS Script Doctor qui allait voir Nolan en disant, mais attends, on va jamais savoir qui est à l'endroit à l'envers dans les scènes en plan large, il faut qu'ils aient un truc visuel. Fouleur de l'oxygène. Bien sûr. Clairement. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que les propres règles de son monde, il ne les respecte pas. Et je vais même aller plus loin. En fait, il n'y a pas de règles. Et je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est ça. C'est faire un truc où, en fait, il n'y a pas de règles. C'est à l'instinct, chacun y prend ce qu'il veut. Mais sauf que, ça ne fonctionne pas. C'est surtout quand tu complexifies tout artificiellement. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans la mise en scène. Il y a énormément de scènes de dialogue, tu l'as dit, qui sont pas très bien montées, je suis d'accord. On passe d'un endroit à l'autre sans trop savoir pourquoi. Et on a régulièrement des scènes entre Pattinson, Washington et de temps en temps Debicki qui discutent et qui sont censés aider le spectateur à comprendre ce qui se passe. Systématiquement, on va dire, allez, dans 80% de ces scènes, ils sont dans des lieux publics bruyants. Et ça, pardon, mais c'est du parasitisme en fait. C'est-à-dire que, d'abord, ça n'a aucun sens. Les mecs, ils ont ces discussions dans le bus, au café. Enfin, les gars, vous parlez d'un truc top secret. Pardon. Ne casse pas le verre, il n'y est pour rien. Et déjà, ça, moi, je trouve ça ridicule. Mais en plus, dans la compréhension du truc, t'as besoin d'un peu de calme et de clarté, tu vois. Et moi, je me dis, ça, en tant que réalisateur, tu le sais très bien. Surtout que Nolan, j'insiste, il a l'habitude de narrer beaucoup les choses à travers les dialogues de ses personnages. Mais généralement, il le fait plutôt bien. Là, clairement, non. Je veux dire, dans Inception, quand on explique à Ellen Page, dont c'est plus le nom d'ailleurs, je suis désolé, j'ai pas son Elliot Page, pardon. Donc feu Ellen Page, comment fonctionne ce truc. La scène avec Cobb, il prend le temps de lui expliquer, et t'es pas parasité, on prend le temps, on t'explique, et en même temps on explique au spectateur. Là, à chaque fois on nous explique des trucs différents, il y a des personnages qui veulent pas dire des trucs. Neil, il veut pas dire pour qui il travaille, il veut pas dire vraiment ce qu'il sait, mais en fait il sait plus de trucs alors qu'on croit qu'il en sait pas assez. Enfin putain, mais c'est déjà assez compliqué, n'en rajoute pas. Et j'ajoute un dernier point, et je te donne la parole parce que tu voulais rebondir sur un truc. J'ai regardé les films en VO.
Il se trouve qu'au cinéma, à l'époque, je l'avais vu en VF parce que les séances VO à cette époque-là étaient un peu plus rares. Donc maintenant, j'ai l'habitude de regarder en VO et j'aime ça. Putain, la vitesse des sous-titres. Moi, je peux pas regarder un film en VO sans sous-titres. J'arrive pas encore à faire ça. Surtout un film de cette compréhension. Mais je te jure qu'à la fin, j'étais épuisé. Tellement ça va vite. Tellement il y a d'infos à expliquer. Tellement... Et là, t'es en mode, attendez les gars, il faut que je fasse pause en fait. Pour tout lire. Il y a des pavés de texte. T'as l'impression de dire une encyclopédie. C'est horrible. C'est marrant parce que c'est la première fois, là en le revoyant, où je me suis dit, putain, vas-y, je vais le mettre en français. Et ben j'ai failli faire pareil. J'arrive pas. Enfin, je lisais les sous-titres, mais en fait, comme j'étais en mode, vas-y, ça me saoule. J'ai dit, vas-y, je vais le foutre en français, peut-être que je comprendrai plus. Et voilà. Non, mais moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais j'ai oublié. Donc, pardon. Bah écoutez, c'est merci. Pas grave, ça me reviendra peut-être. Non, si, ce que je voulais dire sur le côté conceptuel et tout, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que, comme tu l'as dit, Clémence Poésy, elle explique quelque chose. Et en fait, au fur et à mesure du film, ça va vers le voyage dans le temps, pur et simple. Oui, totalement. Oui, je suis d'accord. Et du coup, tu te dis, mais du coup, c'est quoi l'intérêt de tout ça ? Parce qu'au départ, on te dit, en fait, c'est des gens du futur qui nous envoient des choses dans le passé, donc à notre époque. Pour nous prévenir qu'il y a une guerre. Pour nous prévenir qu'il y a une guerre. Ok. Alors du coup, s'ils sont capables de revenir dans le passé avec un masque à oxygène, il n'y a pas un connard qui peut venir pour expliquer clairement c'est quoi le problème. On est bien d'accord. Et le truc sur lequel je voulais revenir vraiment, c'est, tu as dit que souvent c'est parasiter les scènes explicatives. La seule fois où il y a une scène qui n'est pas parasitée et qui est explicative, elle est coupée. On se fout de ta gueule. Quand ils sont dans le container avec Kat qui est blessé, machin, il lui... le protagoniste dit au protagoniste secondaire qui s'appelle Neil. Pardon, c'est vrai, il a un nom. Dit à Neil, bah vas-y, en gros, explique-lui. Hein. Oui. Et lui fait, alors tout commence. Et là, fin de la scène. Et là, tu dis, bah non, les gars, c'était le moment. C'était le moment. Non, mais parce que du coup, la scène de fin est imbitable. Ah, mais totalement. Visuellement, tu ne comprends rien. Non, c'est la scène de fin. C'est juste un monsieur. Et là, je vais mettre des explosions. Puis là, je vais mettre une autre explosion. Puis là, en fait, c'est une explosion qui répare. Et puis là, non, mais c'est ça. Il y a des choses visuelles qui sont super stylées. Et puis, même monsieur. Même la toute fin du film, on va y venir. Mais hormis à faire. On a fait une préparation. Farming. C'est comme ça qu'on appelle ça. On a fait une préparation de paiement. Donc, il faut qu'on paye à la fin. Il y a un payoff, puisqu'il y a l'histoire du téléphone. Mais sinon, d'où ça sort ça ? Enfin, pourquoi ? Genre, quand Neil il révèle ça, t'es en mode, bah oui, mais pourquoi ? C'est-à-dire, si je suis ça, à quel moment tu me le dis pas avant ? Enfin, vraiment, c'est très très con ce film. Bon, ça fait 50 minutes quand même. On n'a pas commencé. C'est de la merde, voilà. Non, je vais être très franc avec vous. Je vais aller assez vite, en vrai, parce qu'on l'a pas compris. Non, mais franchement, c'est tellement dur à résumer. Pour faire court. On nous raconte donc l'histoire d'un agent de la CIA qui s'appelle le protagoniste, qui est joué par John David Washington. De son prénom, Voilà, le plus loin, protagoniste. The Protagonist en anglais. Et donc, The Protagonist se rend à Kiev dans une prise d'otage pour récupérer un objet dont on ne connaît pas la teneur. Cette scène, au passage, est très réussie visuellement. C'est du Nolan dans le pur jus. C'est vraiment magistral, la scène à Kiev. Voilà. Bon, c'est le Nolan le plus Nolan de tous les Nolan. On est d'accord. Alors, c'est vrai que rétrospectivement, voir une scène de cet acabit à Kiev, ça fait quand même un truc. On va pas se mentir, c'est vrai, vu du contexte. Donc, finalement, il est capturé, il est torturé, mais il avale une pilule de cyanure plutôt que de parler. Et en fait, il découvre que tout ça était un test pour vérifier s'il était vraiment un agent fiable. Alors déjà, j'ai envie de me claquer là. Ça CIA, m'énerve déjà là. Non mais on est d'accord. Et donc on lui explique qu'il va être recruté dans une organisation et le seul truc qu'on lui dit, c'est il y a un mot-clé qui s'appelle Tenet, qui est un palindrome au passage, donc un mot qui est réversible et lisible dans les deux sens. Et donc il va devoir se servir de ça pour être reconnu. On l'emmène donc rencontrer Barbara, qui est jouée par Clémence Poésy, qui va lui expliquer comment tout cela fonctionne, mais vraisemblablement elle-même ne comprend pas parce qu'elle lui explique pas tout, ou en tout cas très mal, et ce qu'elle lui explique, on ne le reverra jamais. Notre ami le protagoniste va se rendre à Mumbai, je sais pas comment on dit, et il va rencontrer Neil, Robert Pattinson, qui doit l'aider à infiltrer ce qui est, semble-t-il, un homme d'affaires qui est à la tête notamment d'un trafic d'armes et dont on suppose que ce monsieur est à la tête des fameuses balles qui vont à sens inverse. Donc ils doivent s'infiltrer dans un truc un peu compliqué. C'est un espèce d'immeuble qui est ultra sécurisé. Donc ils utilisent une technique étrange, ils font du saut à l'élastique. Bon, pourquoi pas. C'est un peu chelou. Sachant qu'on est d'accord, il a utilisé
en mode fraude, en mode lance-pierre, Ouais. pour lancer les accroches de leur futur élastique. Voilà, non, mais oui, c'est merveilleux. Et donc, ils vont arriver quand même sur la terrasse de ce monsieur et ils vont finalement découvrir, premier plot twist, que celui qui est derrière tout ça, ce n'est pas l'homme d'affaires, mais sa femme, qui est donc Priya, dont j'ai dit tout à l'heure le nom de la comédienne, qui est Dimple Kapadia, voilà, pardon. Et donc, elle va leur expliquer que c'est avec elle qu'il faut négocier et pas avec le mari, parce qu'en fait, c'est un prête-nom, il sert à rien, mais comme on est dans un monde d'hommes, elle a besoin de passer par un prête-nom, que c'est plus facile pour elle. Et elle lui explique que, en fait, il faut qu'elle essaye de trouver contact avec Andrei Santor, qui est un milliardaire russo-britannique qui vraisemblablement a la capacité de communiquer avec des capsules temporelles entre le futur et le... Déjà, non, mais c'est déjà chiant là. Je à suis ce désolé. niveau-là, déjà, on comprend plus grand-chose. Je me rends encore plus compte à quel point c'est chiant ce film quand tu le résumes. Mais c'est merveilleux. C'est terrifiant. C'est vous dire. Donc pour ce faire, ils vont se rapprocher de Kat, qui est donc l'épouse de Santor, qui est jouée par Kenneth Branagh, parce que son épouse, en fait, elle est... C'est Andrei Sator, hein, pas Santor. Pardon, oui, excusez-moi. Sator. Et il se trouve que Kat, elle est experte en art, donc elle évalue. Et on va très vite comprendre qu'il y a une histoire où elle a fait acheter à son mari un faux tableau de Goya pour une somme de, je crois, 19 millions, ou 9 millions. Franchement, pour une somme chère. Voilà. Et en fait, il se trouve que ce tableau est faux. Et donc, lui dit, en gros, il y a deux solutions. Soit tu restes avec moi parce qu'elle veut se barrer. Soit, si tu essayes d'en fuir, je vais dire à tout le monde que tu as expertisé un faux. Et donc, ta carrière est finie. Donc, lui va se rapprocher d'elle, qui, grosso modo, sa motivation, c'est de partir, de quitter son mari, mais de garder son fils, qui le retient accessoirement en otage. Et donc, pour ce faire, il lui dit, mais en fait, il y a une histoire où il y a deux copies de ce tableau. Et donc, il y en a une qui est... on ne sait pas trop où, que le protagoniste a réussi à voir, on ne sait pas trop comment, parce que c'est pas clair la manière dont il vient. C'est Michael Caine qui lui file la deuxième version. Voilà, mais on ne sait pas trop lui-même d'où il l'a chopé. C'est le MI6, il fait partie du MI6, je crois. Oui, t'as raison, il fait partie du MI6. Oui, j'ai passé la scène avec Michael Caine. Non, mais de toute façon, il n'y a qu'une scène, mais... c'est pas compliqué, elle dure 3 secondes. Donc... Et donc finalement, il s'introduit auprès d'elle en disant voilà, j'ai ça, je veux bien détruire l'autre, comme ça vous êtes libre, vous pouvez vous barrer, il faut me dire où c'est. Il dit c'est à Oslo, dans un free port, ça s'appelle. Donc, en gros, c'est une zone portuaire dans laquelle il n'y a pas de taxes. Et en gros, on comprend qu'ils se servent de ce truc pour éviter de payer de la douane et faire transiter des marchandises. Donc, en gros, c'est une espèce de banque cachée et qui est un paradis fiscal, pour reprendre leurs termes. Donc, ils se rendent là-bas, ils arrivent à s'introduire, à faire une visite guidée où on leur dit, alors voilà, si jamais il y a un problème, voilà toutes les sorties de secours, tout le système de sécurité, limite on leur donne les mots de passe, quoi. Les mecs. Ouais, ça après encore, je trouve ça marche, parce que tu te dis, c'est pour les riches, les ultra riches, les ultra riches. Je suis d'accord, mais c'est quand même, ça tombe quand même bien que Pattinson ait accessoirement une gueule de mec riche. Ça aussi, c'est quand même pratique. Oui. Donc finalement, tout est pratique dans ce film. Ils réussissent à s'introduire dans ce truc et ils vont... sauf qu'il va falloir déclencher un événement pour qu'ils puissent pour qu'en gros ils puissent déclencher les systèmes d'alarme et qu'ils remettent à zéro la sécurité des portes. Il y a tout un truc en comme gros, ça permettra comme ça enlève l'oxygène, ça permettra au mec qui leur fait la visite guidée et qui leur dit venez déposer vos trucs d'art ici, de se barrer, et eux ils sont tout seuls pour accéder à la pièce qu'il faut, vu que c'est un endroit en forme de pentagone. En fait. Voilà, exactement. Donc pour ce faire, ils décident d'utiliser une manœuvre très facile, cracher un avion. Ce qui est quand même pas la solution la plus simple, hein, mais ils font appel à un pilote qui va devoir donc cracher un avion dans le hangar pour provoquer toute la panique. Donc ils vont faire ça, sauf que au moment où ça va se produire, ils vont se retrouver tous les deux, Neil et le protagoniste, attaqués par deux mecs qui sont cagoulés et masqués, on ne sait pas qui c'est. Et ils se font attaquer, on comprend, dans le sens inverse duquel ils se trouvent, parce qu'ils sont tous les deux en fait séparés par une vitre. Voilà, exactement. Ils sont tous les deux dans deux pièces différentes. Et ils découvrent que dans cette pièce, il y a le tourniquet, et donc le tourniquet, c'est ce qui nous permet de changer de sens, grosso modo. Qu'est-ce que c'est nul, comme la carte change de sens au Uno, mais en tourniquet. c'est voilà. La reverse, contre Uno. Exactement. Donc finalement, ils arrivent à s'enfuir avec parce qu'ils finissent quand même par trouver la mallette dans laquelle il y a le bordel là, qu'ils essayent de voler. Et là, on a la fameuse scène de course-poursuite en voiture qui est visuellement, moi je trouve très réussie, mais assez bordélique à comprendre.
Et à un moment donné, dans cette scène en voiture, lui, Sator, il prend en otage sa femme pour dire à l'autre, si tu me donnes pas le truc, en gros, je vais tuer ma femme, quoi. Et pour une raison qu'on comprend pas trop, Washington, il aime bien sa femme. Enfin, je veux dire, ils se sont vus. Mais c'est pareil, ils se sont vus ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est pas mené. Mais c'est très artificiel. Mais bien sûr. Ils se sont vus 3 fois, donc. Non, mais enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Donc au final, je ne me ferai pas l'avocat du diable pour ce film. Dans cette fameuse scène, ils finissent par faire un espèce d'échange de mallettes très compliqué avec une autre voiture entre eux. Je suis tellement content de ne pas faire ce résumé, mec. Si tu savais à quel point j'adore te voir te débattre c'est avec mon ça. Angoisse. Hein. Ah là, vraiment, c'est génial. Et tout ça va mener à ce que ils se retrouvent tous dans un endroit où il y a un tourniquet. Dans un hangar où il y a un tourniquet. Dans un hangar où il y a parce qu'il y a plein de tourniquets partout. Et donc dans le hangar, nous avons une vitre qui sépare les deux parties du hangar. Et nous avons d'un côté... Vous le voyez pas, mais il est tellement en train de lutter. C'est terrifiant. C'est le pire résumé de ma carrière. J'aurais dû... Tu sais que j'ai failli acheter... résumé de ta carrière pour le pire film de la sienne. Non mais j'ai failli acheter le script. Je vous l'aurais lu, ça aurait peut-être été plus simple. Ça aurait peut-être été plus logique, ouais. Et donc ils sont séparés par une vitre. Et en fait, il lui demande où est-ce qu'il a caché le truc qui est dans la mallette, parce qu'a priori quand il a récupéré la mallette, elle était pas dedans. Donc il lui dit, si tu me dis pas... Oh putain, je me rends compte que les gens qui n'ont pas vu le film ne comprennent rien. Et je pense que même ceux qui ont vu le film ne comprennent rien, c'est terrifiant. En gros, ils sont séparés par une vitre. D'un côté, il y a Sator qui menace sa femme, j'en perds mon micro. Et de l'autre, il y a le protagoniste, on va l'appeler, qui est en train de se faire torturer. Qui est en tenue et qui est en mode, si tu, comme tu l'as dit, parle, sinon je la tue, quoi. Sauf que du coup, de l'autre côté de la vitre, Sator est dans un sens et lui est dans l'autre. Pareil, absolument pas lisible cette scène. Non, pas du tout. Voilà, et donc finalement, il dit à Sator, ça se trouve là-bas. Du coup, Sator, dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants. Du coup, Sator, il fait d'accord. Sator, il dit d'accord, mais il tire quand même sur sa femme, mais c'est avec une balle inversée. Une balle inversée, et ça fait du dommage. Ça, a priori, une balle inversée, pour une raison qu'on comprend pas, ça fait plus de dommages. Parce qu'en gros, c'est comme si elle est... Alors oui, c'est une bonne question. Parce que du coup, ça voudrait dire que si on suit la logique du film, elle est déjà passée dans ton corps. Donc en fait, c'est comme si tu la retirais. Donc tu refermes la blessure. Tu refermes la blessure sans la guérir. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais j'ai pas compris pourquoi. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Et du coup, j'essaye de t'aider, mais c'est très compliqué. Non, et donc à ce moment-là, il va se faire sauver le protagoniste par une équipe d'intervention qui travaille pour Neil. Et là, on comprend que finalement, Neil, il en sait beaucoup plus que ce qu'il nous a dit depuis le début. C'est peut-être lui le vrai protagoniste. Et donc, il dit là, il faut absolument sauver Cocotte. Là, donc il faut la ramener à l'envers parce que du coup, on va avoir plus de temps pour soigner. Là, il nous explique le truc. Il y a Clémence Poésy. On comprend rien. Elle est pas la Clémence Poésy. Non, il y a pas Clémence Poésy, mais il y a une soldat scientifique qui lui explique grosso modo comment elle se soigne. Elle lui dit comme elle s'est fait toucher par une balle inversée, si elle reste dans le cours normal, elle va mourir. Donc en gros, faut que tu l'emmènes dans le cours inversé pour que la blessure guérisse. Voilà. Et lui, on lui dit mais par contre, toi, si tu vas dans le truc inversé, tu peux pas y aller comme ça. Faut que tu aies un masque à oxygène. C'est nouveau, ça. On voyait effectivement que Sator et ses hommes l'avaient, mais on savait pas pourquoi. Voilà, donc lui, du coup, repart en arrière. Parce qu'ils disent que l'air inversé ça fait mal aux poumons. Ouais, en fait, c'est le même effet que la balle. Ça a un effet négatif par rapport à ce que c'est censé avoir dans la vraie vie. Là aussi, on n'est pas bien sûr du concept, quoi. Et puis pourquoi est-ce que l'oxygène qui l'emmène n'est pas inversé ? Ça, on nous explique pas non plus. Surtout qu'on lui dit, alors mets une combinaison parce que sinon tu vas voir le vent inversé, ça fait pas du bien non plus. Ouais, et puis en fait non, il s'en fout, il va les yeux grands ouverts. Il peut pas se toucher ni rien. Enfin, il y a tout un truc. Il a pas le droit de se toucher lui-même. Il a pas le droit de se voir non plus. Ouais, non, c'est un enfer. Donc il sort, il essaye de retrouver sa femme. Et en fait, on se rend compte que c'est lui qui était dans la voiture entre les deux. Et qu'en fait, c'est donc lui qui a priori récupéré l'espèce d'engin chelou. Alors l'engin, c'est quand même un morceau de métal. C'est le même engin qu'il y a au début à l'opéra. Et qu'il y a à la fin, c'est un morceau d'algorithme. Alors, moi, dans l'algorithme mon esprit, étant pas un truc, un truc physique. Mais voilà, ce qui est nouveau, parce que pour moi, un algorithme, c'est. Oui, mais c'est nouveau de partir en arrière aussi. Hein. Mais voilà, c'est merveilleux. Donc, tous ces gens-là. Je vais prendre leur lettre si tu veux. Non, tu y arrives.
Ah putain, on est désolé pour vous, vraiment ça doit être imbitable. Non, tu sais quoi, j'ai envoyé un message à mon père qui a jamais vu ce film et je dis j'ai revu ce film et vraiment j'ai rien compris et je pense que toi qui n'as pas compris Inception. C'est le oh là. Donc Jacques n'a pas compris Inception. Et donc j'ai envie de dire, je vais lui envoyer un message. Jacques, j'espère que tu nous entends à ce moment-là. J'espère que tu comprends mieux le film maintenant. Ah ouais, vraiment, foutage de gueule jusqu'au bout. Déshérite-le, Jacques. Ah non mais terrible, vraiment c'est... Non mais voilà, oui, en gros, tout ce beau monde, on revit en fait la poursuite sur l'autoroute, mais du coup, du point de vue de la voiture du protagoniste, il a son accident, mais comme il est en sens normal dans un monde inversé, du coup... c'est lui qui paraît inversé pour le reste du monde et donc du coup Exactement. Quand on fait exploser sa voiture après qu'elle ait eu son accident, en fait ça inverse les polarités thermiques, donc c'est à dire qu'au lieu que ce soit du feu c'est de la glace, du coup il est quand même vivant, il se retrouve dans le container avec Kat qui est blessé et Pattinson, enfin Neil qui est très mystérieux parce que je m'appelle Robert Pattinson et je viens d'être choisi pour incarner Batman. Exactement. Et du coup ils décident tous de se dire en fait faut qu'on retourne à l'opéra parce que non, faut qu'on retourne à l'aéroport parce que c'est là-bas qu'il y a ce que toi tu lui as donné en voulant sauver sa femme et qu'il a retrouvé, du coup, toi, faut que tu ailles le chercher dans le passé. Donc, en gros, faut que tu retournes là-bas. Et donc, les voilà partis pour l'aéroport. Et on se retape la scène de l'aéroport et je te laisse raconter ce twist incroyable. Du coup, on les revoit donc arriver à l'aéroport. Donc, il y a 2 enjeux. Il faut qu'ils fassent à nouveau, faut qu'ils emmènent Kat parce qu'il faut qu'ils lui refassent passer le tourniquet. Et pour la remettre dans le bon sens. Et donc en fait on se rend compte que les mecs qui les ont attaqués dans l'aéroport c'est eux-mêmes. C'est surtout lui-même. C'est lui-même. Et donc il s'est battu contre lui. Ensuite il a croisé Pattinson qui a eu la présence d'esprit de pas le tuer. Il lui a retiré son masque. Il retire son masque et il comprend du coup parce que il y a une histoire de. C'est ça, mais surtout parce que Pattinson, on finit par comprendre qu'il en sait vraiment beaucoup plus que le protagoniste. Donc il le laisse partir. Et pour le coup, c'est vrai que ce twist-là, il n'est pas inintéressant. Non, mais c'est tellement le meilleur twist du film. On comprend rien. On vous a passé ça, mais il y a quand même un moment, ils incorporent là-dedans tout un truc sur le dérèglement climatique, quoi. Et sur Oppenheimer aussi. C'est suffisamment compliqué, quoi. N'en rajoutez pas. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. On fera les scènes préférées après, parce que sinon je vais me perdre. De toute façon, les scènes préférées, ça va être rapide. Oui, je pense que ça va être rapide. Donc, ils finissent par entre guillemets réussir cette espèce de manœuvre, mais ils se rendent compte que pour que ça fonctionne, il y a un autre problème, c'est que Sator, s'il meurt, il a une montre connectée. Il a une petite Garmin et il y a ses battements du cœur. Et si la montre s'arrête, ça fait exploser un truc. Ça fait exploser le monde. Voilà, en gros, ça fait exploser le fameux algorithme. Et donc, ça fait que tout le monde va aller dans le mauvais sens, grosso modo, et on va tous mourir. En gros, il nous explique que s'il meurt, l'algorithme, quand il va péter, il va faire que les 2 temporalités vont fusionner et du coup, c'est la fin du monde. Exactement. Donc, il faut pas qu'il meure, ce qui est quand même emmerdant. Et donc, on voudrait le tuer. Le seul moyen qu'il meure pas, c'est d'extraire le fameux algorithme et de le démonter, que les parties soient réparties pour que plus jamais quelqu'un ait l'ensemble de ces trucs. Pourquoi on le détruit pas ? C'est pas très clair non plus parce que c'est un peu risqué. C'est une arme un peu nucléaire, quoi. Voilà, il y a un peu ça. Et donc, il se trouve que ce truc est dans un site qui s'appelle... J'ai envie de mourir. Le Stalk 12. Et en fait, c'est là que la première fois que Sator a récupéré la capsule avec son nom et tout ce qu'il devait faire. Exactement, il l'a trouvé là-bas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là où il est né en fait. Exactement. Il y a toute une scène où il explique d'où il vient, machin. C'est pas très intéressant, mais ça essaie de nous expliquer des trucs. Et donc, il se retrouve là-bas pour une espèce d'attaque militaire géante. Mais en gros, ils vont attaquer dans les 2 temporalités en même temps. Et franchement, visuellement, c'est génial, mais on comprend rien. Non, visuellement, c'est... Oui. Franchement, j'allais redire visuellement, c'est génial, mais on comprend vraiment rien. les scènes de bâtiments qui explosent et tout, il y a des trucs, c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a une temporalité qui détruit un immeuble par le bas et l'autre qui le détruit par le haut, mais du coup, dans les 2 temporalités, l'autre temporalité est inversée. Exactement. Donc, du coup, t'as dans une temporalité le bâtiment qui s'écroule et dans l'autre le haut du bâtiment qui explose et le bas qui... Ça, pour le coup c'est génial, mais encore une fois tu ne comprends rien. Et du coup il y a quand même des effets non pratiques parce que ça n'est pas possible. Oui, ça on est d'accord. Et en parallèle de ça, pour que ça fonctionne, il faut que Kat elle retourne à bord du yacht de son mari pour l'empêcher de se suicider parce qu'en gros lui il a un cancer du pancréas et on nous dit il va mourir et a priori son projet c'est quand même se suicider, quoi. Donc elle doit l'empêcher tant qu'ils n'ont pas réussi. C'est ça, en fait elle doit gagner du temps. Oui, voilà. Alors bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, en gros, pour préciser un peu, parce que dans ce film là en fait on est obligé de préciser tout.
le peu qu'on comprend. C'est-à-dire que pendant qu'ils font Call of Duty dans les deux sens, là, elle retourne au moment où sa elle passée est en vacances avec son fils et son mari sur le yacht. Ce jour-là, on sait depuis un moment déjà que elle et son fils se sont barrés à terre. Ouais. Et que lui, quand elle est revenue, il était plus là. Ouais. Voilà. Attends, vous voyez pas, il fait des petits. Attends, non, parce que je pense que ça prend sens. Là. Non, il est en train parce de comprendre. Parce qu'on est d'accord que ce jour-là, le Sator du passé s'est barré à l'opéra. Oui. Donc du coup, le Sator qui revient, c'est le Sator du futur. Oui. Et oui, puisqu'il est en communication avec... Voilà, et donc lui, quand il retourne sur le yacht, il voit sa femme. Il dit, mais t'es censé être à terre. Il fait, non, elle est partie avec la babysitter. Il est parti avec la babysitter, le petit. Il fait, ah d'accord. Donc en fait, les deux ne savent pas qu'ils sont avec l'autre. Avec l'autre du présent. Exactement. non, mais c'est quand on vous non, dit mais je te laisse reprendre. Hein, parce c'est que une tannée. Toujours est-il qu'elle finit par le tuer. Parce qu'elle supporte plus attendre. Hein. Voilà, elle supporte pas. Mais heureusement, elle le tue. Ça tombe à peu près bien. Quoi. Oui, il y a une seconde, un centième de seconde près. Il y a un moment donné où il est au téléphone, lui, avec un garde qui, en gros, pendant 3 minutes, essaye de tirer sur une languette pour activer la bombe. Il n'y arrive pas. Il a des petits bras aussi. Oui, hein. c'est pas facile. Et puis elle est en hauteur. Et il est sauvé, évidemment. Il doit exécuter Washington, mais il est sauvé par Pattinson du futur, qui est en fait celui du passé, qui est revenu en arrière et qui a fait un changement de rotation. On n'a pas compris. Donc ça aussi, parce que là aussi, ce genre de phrase ne devrait pas exister. Il y a une histoire de code couleur. C'est-à-dire, on a mis un petit bandeau bleu à ceux qui vont dans un sens et un rouge. Rouge, c'est ceux qui vont en avant, bleu, ceux qui vont en arrière. C'est ça. Et sauf que lui, il est bleu, sauf qu'à la fin, en fait, il est dans l'équipe des rouges. Parce qu'il a dû faire ça, parce qu'il a compris à un moment donné qu'ils allaient être en danger. Donc, voilà. Encore une fois, c'est imbitable, quoi. Vraiment, sur le moment, tu regardes le truc, il dit ok, c'est beau, mais je comprends rien. Bon, à l'arrivée, ils arrivent à éviter la catastrophe. Elle tue Sator, elle s'en va. En tirant le corps de Sator. Voilà, il l'emmène, on sait pas trop où, mais il l'emmène. C'est très discret. Je me suis dit, s'il y a la police maritime qui passe. Bonjour madame. Oui, mais je travaille pour la CIA. Ah, c'est bon, allez-y. Voilà, c'est exactement ça. Et on se retrouve à Londres pour un épilogue extraordinaire, puisque ils se séparent tous les trois. Neil décide de continuer à travailler pour l'organisation, et il annonce à ce moment-là à Washington. Parce qu'il lui dit, mais pour qui tu travailles? Il dit, mais t'as toujours pas compris, je travaille pour toi en fait, gars. C'est toi qui m'as embauché. Et là, ouais, mais en tant que spectateur, il n'y a pas un moment où tu peux deviner ça avant. On est bien d'accord que, moi, en revoyant le film et en le sachant, du coup, moi, j'ai cherché ça dans le film en disant, à quel moment on va nous mettre sur la piste que, mais jamais. Non, je sais que quand j'en ai parlé avec Ghislain, il m'avait dit, lui, de son côté, qu'il pensait à l'époque que Pattinson, c'était le petit de Sator. Ah oui, c'est pas, pourquoi pas, mais que du coup pas du tout. Mais pas du tout. Mais non, comme toi, comme tu dis, il y a aucun moment on te donne un indice. C'est juste parce que tu dis c'est les deux seuls connards du film, donc du coup, pardon, je suis désolé, je suis vulgaire. C'est les deux seuls personnages du film, donc forcément ils ont un lien. Exactement. Et on a droit à un petit épilogue dans Londres, puisque pendant un moment du film, vas-y. Dans Londres, à Cannon Place. Oui. Ouais. Je suis un réalisateur. Pardon. Toujours plus. Parce qu'à un moment donné du film, Washington, il a donné à Kat un téléphone. Il a dit, si un jour vous avez un problème, vous appelez ce numéro. Ça appellera qui? La postérité. La lourdeur du gars jusqu'au bout. Et donc, cinéma, les gars. Il se trouve que dans une voiture, devant l'école du gamin où elle va le chercher, là, il y a Priya. Qu'on n'a pas vu depuis 1000 ans, qui avait promis à Washington que s'il accomplissait la mission, ils épargneraient la femme et le fils. Et donc là, elle s'est dit, je vais tuer la femme et le fils. Parce qu'en fait, elle sait qu'elle sait tout et que c'est trop dangereux qu'elle sache tout, quoi. Et évidemment, l'autre, elle arrive, elle aperçoit la voiture, on la voit passer un coup de fil, et en fait, elle passe un coup de fil à on sait pas trop qui. La postérité, on t'a dit. À la postérité, donc on imagine à Washington du futur. Et Washington, du coup, il débarque dans la voiture, il dézingue les deux en mode non les gars, on s'est mis d'accord. Il dit à Priya, elle lui dit oui, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais terminer la mission. Et en gros, il dit mais vous prenez pour qui? Mais vous n'avez pas compris que vous travaillez pour moi et que moi aussi je travaille pour moi. Non, mais c'est ça. Et puis après, elle lui dit oui, mais non, il lui tire dessus, il lui fait mission terminée. Voilà, c'est ça. Et c'est fini. Et là, on est quand même soulagé. Ah bah putain, vraiment, oui, qu'on est soulagé. Oh là là là, mais est-ce que c'est naze? Non mais c'est pas. En plus, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est pas naze, c'est imbitable. Il y a trop d'informations tout le temps. On t'explique des trucs, mais pas jusqu'au bout. Puis on t'explique des trucs dont on se fiche. Pardon, totalement. Non mais en fait, le film
moi, je me dis, franchement, les producteurs, ils voient les films avant que ça sorte. Je veux dire, même si Nolan, il fait à peu près ce qu'il veut, quand même des boîtes de prod. Tu vas pas me dire que quand ils ont fait des projections à la prod, les mecs ont pas dit, mais attends, on comprend rien. Mais non, Enfin, je regarde, pour le grand public, je rappelle le contexte, hein. Ce film-là doit ramener les gens au cinéma. Ah bah, il les a ramenés. Oui, mais enfin. Mais bon, ils sont parvenus pendant longtemps, c'est quoi. ça. Et moi, je vais vous faire une confession. J'en veux à Nolan. C'est excessif de dire ça, mais j'ai vraiment été très déçu Dis-lui, de ce Guillaume, film. dis-lui. Mais tu sais pourquoi j'en veux? C'est que j'ai été Dis-nous. tellement déçu Pourquoi? que je suis pas allé voir Oppenheimer au cinéma. Prends ça, Nolan. Et du coup, T'as perdu ton plus grand fan, pote. non, mais je regrette parce qu'Oppenheimer, j'ai trouvé ça très bien et je Oppenheimer est regrette très de pas l'avoir vu au Mais cinéma. en fait, Nolan, seul, sans son frère, il fait des trucs bien quand c'est pas des trucs. Ultra complexe comme ça. Non, oui, et puis surtout quand c'est pas des choses sorties de nulle part. Parce que je suis désolé, je vais encore rebondir sur le côté étudiant en cinéma qui se la pète. Je suis désolé, ce film, parce que là maintenant qu'on a fini, je vais quand même passer sur mes scènes et compagnie, là, parce qu'il y en a quelques-unes. Bah bien sûr. C'est que ce film, c'est quand même Nolan qui se regarde le nombril. Oui, Moi, il y a un ça. moment donné pendant le film, je te jure que je me suis dit, la phrase de Arthur à Perceval, quand Perceval essaye de lui dire un truc et qu'il comprend pas, qu'il fait mais moi je pense qu'il faudrait que vous arrêtiez de raconter des trucs. Et ben je me suis dit la même chose sur Nolan. Il y a un moment donné, je me suis dit mais moi je pense que tu devrais arrêter d'essayer de raconter des trucs, Christopher, tu vois, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était naze. Voilà, c'est tout. Non, mais je comprends. Donc voilà. Et non, pour rebondir vraiment sur le côté étudiant en ciné qui se la pète, Tenet, tu l'as dit, c'est un palindrome, mais t'as pas dit d'où ça venait. Alors, ça vient du carré Sator. C'est pour ça que j'ai insisté sur le nom Sator. Oui. C'est-à-dire que c'est un palindrome latin antique, je vous laisserai aller regarder, c'est un des puzzles linguistiques les plus célèbres de l'Antiquité, un carré de 5 x 5 composé de 5 mots latins, Sator, Arepo, Tenet, Opéra et Rotas, qui se lisent dans les deux sens, qui se lisent dans tous les sens, de gauche à droite, droite à gauche, haut en bas et de bas en haut. Donc le mot Tenet, c'est le mot central, hein, il est au cœur du carré, en latin il signifie il tient, il maintient. Une notion d'équilibre qui résonne avec les thèmes du film. Je lis un peu un truc tout fait, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est surtout qu'en fait, quand vous regardez le film, Nolan, il n'a pas juste nommé son film Tenet. Sator, c'est le nom du vilain. Arepo, c'est le faussaire qui fait les œuvres de Goya qui sont au centre du truc. Opéra, c'est la scène d'ouverture. Et Rotas, c'est une des sociétés de sécurité dans lesquelles ils sont les machins. Je suis désolé, je rebondis sur mon terme, j'en ai rien à faire, je l'assume. C'est de la branlette. C'est tout. Intellectuel, pardon. Oui. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Le film se regarde et tu sens qu'en fait, il est arrivé à un tel niveau. Je suis trop génial. C'est ça. Et encore une fois, tu vois, quand tu regardes Oppenheimer, alors évidemment, Oppenheimer, ça vient pas de lui. Non, c'est un biopic. Mais Oppenheimer, c'est parfait parce que moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs films à Nolan. Franchement, je suis pas loin de penser que c'est mieux qu'Inception, tu vois. Ça n'a rien à voir, mais moi, dans mon top, je pense qu'il est au-dessus. Parce que je trouve que c'est un film qui est dans son exécution qui est parfaite. Son exécution, tout est bien. Techniquement, c'est bien foutu, la manière dont c'est fait. Et là, pour le coup, tu as une vraie caractérisation des personnages. Tu ressens des choses pour eux. C'est évident. Là, vraiment, à part éventuellement Kat, pour qui tu as un peu d'empathie, parce qu'elle est clairement elle est retenue de force, qu'on fait pression sur elle. Mais encore, on n'a pas le temps de s'attacher à elle. On n'a pas le temps de créer un lien avec elle parce qu'on la voit peu et en plus on la voit quasiment jamais seule, on la voit toujours soit c'est la femme d'eux, soit c'est celle qui se fait aider par. Elle s'auto-caractérise assez peu en réalité. Et du coup on s'attache à rien. Non, puis le seul truc qui est bien avec ce personnage-là, c'est que quand elle raconte justement son souvenir du yacht, elle dit je suis revenue, il n'était pas là et puis j'ai vu une femme sauter et en fait j'étais même pas triste qu'il m'ait trompé avec une femme, j'étais juste en train de me dire j'aimerais cette femme là parce qu'elle est libre. Et au final, c'est elle qui est libre, c'est elle qui prend sa liberté, machin. Donc c'est beau, il y a un vrai propos derrière. Clairement, mais ça on est d'accord. Au niveau de tes scènes, est-ce qu'il y a quand même des scènes que tu retiens ? Oui, non mais on l'a dit, mais le moment de l'opéra ça reste très très fort, comme quasiment toutes les intros des films de Nolan, sur tous ces gros blockbusters comme ça. Moi j'ai adoré tout le moment à l'aéroport, tout le segment à l'aéroport, dans les deux sens, dans tous les sens, j'ai trop aimé, malgré ce que j'ai pu en dire tout à l'heure. Et sinon j'ai malgré tout beaucoup aimé le dialogue final entre Pattinson et Washington. Je trouve qu'il y a des phrases assez sympas, etc. Mais bon, et toi ? J'ai rien à dire sur ces scènes-là. Moi, je retiens la scène de l'opéra parce que vraiment, ça, je l'ai vu au cinéma. Je me souviens m'être dit, ça va être bien. T'as pris une claque, quoi. J'ai pris une claque et je l'ai revu quand j'ai acheté le Blu-ray il n'y a pas si longtemps.
d'occasion. Et donc, quand je l'ai acheté, j'ai remis le début du film parce que je voulais revoir cette scène. Et vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est bien. Franchement, c'est grandiloquent, ça marche très bien. Il y a presque un côté qui te met mal parce que c'est ultra froid dans la réalisation. Ça ressemble presque pas à un film, notamment les plans en IMAX où l'IMAX apporte quand même ce truc de, parfois même trop, je trouve, d'ultra réalisme à l'image. T'as presque l'impression que c'est pas une image, que t'es dedans, entre guillemets, tu vois. Et je trouve que sur cette scène, ça marche extrêmement bien. Moi, je trouve que la scène du crash de l'avion, c'est quand même génial. Enfin, je veux dire, là aussi, en termes d'effets pratiques, c'est top. Et malgré tout, moi, je maintiens que la scène de combat final, avec les armées qui vont dans les deux sens, c'est quand même impressionnant. Moi, devant, je me disais, putain, c'est quand même un truc de fou, quoi. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ce soit au service d'une histoire aussi mauvaise, et en tout cas qui est aussi difficile à comprendre. Et en fait, je me suis posé la question et j'ai lu un peu des trucs hier à la sortie. Je me souvenais qu'à l'époque, il y avait des gens qui disaient, mais en fait, le film n'est pas compliqué, le film essaye d'être compliqué. Et c'est vrai que quand tu le regardes avec un truc un peu moins complexe, bah, c'est un mec, grosso modo, qui a trouvé un moyen de voyager dans le temps, qui en fait un business capitaliste et qui veut récupérer tous les maillons de la chaîne pour que le jour où il meurt, plus personne ne récupère rien. Ouais, il essaye de s'intellectualiser en fait, plus que nécessaire. Et du coup, tu vois, là, je reviens là-dessus, mais la scène avec Clémence Poésy, en fait, il faudrait l'enlever du film. Parce que cette scène, elle induit en erreur sur vraiment le concept. Tu l'as dit, le voyage dans le temps au départ, c'est pas vraiment ça qui se passe. Non. C'est elle explique qu'ils recueillent des trucs qui semblent être des débris d'une 3e guerre mondiale, donc c'est ça qui les inquiète. Ils savent pas trop comment ça marche, d'où ça vient, machin. Mais ça aurait pu être super intéressant. Mais c'est ça. Mais à partir du moment où tu rentres dans un niveau supérieur, et puis moi je maintiens qu'il y a aucune raison que le protagoniste, on lui dise pas plus tôt à quel point il fait partie du truc. C'est-à-dire que Neil ne lui dise qu'à la toute fin, mais t'as pas compris que je travaillais pour toi. Je suis pas sûr que ça change quelque chose. Alors il a effectivement cette phrase, ce qui est arrivé, tu peux pas revenir dessus. Moi j'aime bien le côté où il lui dit on se reverra au commencement. Mais exactement. Non mais ça c'est plutôt sympa. La boucle est chouette, mais il y a des trucs tu dis ça ne sert à rien. Mais tu vois en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que j'aime beaucoup le dialogue, mais ça fonctionne pas. Mais ça fonctionne pas parce que tu viens de le dire, la boucle est belle, mais la boucle, il y a aucune boucle dans le film. Ouais, totalement. Elle est faussée, la boucle. Ouais, je suis d'accord. C'est bon. Bon, en tout cas, grosse déception, Tenet. Grosse déception. Globalement, au niveau du public, on n'est pas les seuls, on n'est pas les deux aigris du fond de la salle. La majorité des gens n'ont pas aimé ce film-là. C'est partie du gros groupe d'aigris ouais, c'est ça. De toute la salle. Alors, il y a quand même des gens qui l'ont beaucoup défendu, hein, je respecte ça. Peut-être qu'on est passé à côté d'un truc, mais moi, je me suis vraiment senti con, quoi, en sortant. Là, encore une fois, et surtout hier, en me disant, putain, je vais le revoir. Ça y est, il va y avoir un truc de... Mais c'est ça, tu te dis 3e visionnage, je me suis dit, bon, c'est bon, là, je vais comprendre, tu vois. Et non, je trouve que c'est Et du coup, c'est agaçant. Ouais, vraiment. C'est agaçant. Bon, merci à tous d'être restés. C'était un épisode vraiment plus long que prévu. Je pensais pas que ce serait aussi long, mais le résumé, en l'écrivant, le résumé, je me suis dit, ça va être une horreur. Donc, mais tu avais raison. Au moins, on s'est bien marré. J'espère que vous êtes autant marrés que nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes. On est aussi présent sur Instagram. Je le dis à chaque fois, mais voilà, venez nous rejoindre. On est presque 100 là sur Instagram. Il ne manque pas grand monde. Donc, ouais, il manque 2 personnes. Voilà, peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, on les a passés. Si c'est le cas, ça serait beau. On est trop fiers. Mais voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt. Salut Bastien. Salut Guillaume, salut tout le monde, à la prochaine. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. Je vous emmerde. Je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.